Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, tous les membres de la commission sont connus, à l'exception des 2 désignés du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. La commission ad hoc est composée de 11 membres, dont 8 de la majorité. On vous explique tout dans cette édition. Épidémie de fièvre jaune dans l'est du pays, les populations enthousiastes pour la vaccination. La campagne a démarré à Tambacounda et à Kédougou. Reportage à suivre. Et puis l'actualité de ce lundi, c'est aussi la journée internationale du cancer de l'enfant. La maladie affecte plus de 200 enfants chaque année au Sénégal. Les spécialistes demandent plus de moyens de riposte. Et puis retenez bien son nom, elle a brisé le plafond de verre. Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane est la première femme à la tête de l'OMC. Plus de détails dans la page internationale de cette édition. Neuf des 11 membres de la commission sont connus. Le doute plane en revanche sur la participation du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. La commission des lois s'est réunie ce matin pour mettre en place cette commission chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Voyons tout cela avec Pape Farning et Amadou Ba. L'Assemblée nationale pose l'acte 2 de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Il s'agit de la mise en place de la commission ad hoc composée de 11 membres. On vient de terminer la séance et nous, de notre côté, on a discuté avec Maître Abdoulaye Wade et les autres partis de notre coalition. Ils ont choisi Moustapha Guirassy et moi-même pour le représenter dans la commission ad hoc pour défendre le député Ousmane Sonko. Il s'agit de Cheikh Bara Dolly et Guirassy, mais également pour Benno Bokk Yakaar, c'est Aïmerou Gningue, c'est Pape Birame Touré, c'est Adji Diarra Mbergane, c'est Mously Diakhaté, c'est Mamadou Baylo Diallo, Mouri Baylo Diallo, c'est Bounama Sall, c'est Demba Babayel Sow et moi-même. Donc les 8. Et pour les non-inscrits, c'est la représentante du mois de février, l'honorable Fatou Ndiaye. Après sa présentation à la plénière de l'Assemblée nationale dès ce mercredi, la mise en cause sera entendue. Écouter le député incriminé, s'informer et regarder également le fond du dossier. Donc, et cette commission va mettre en place un bureau avec un président, des vice-présidents et un rapporteur. On va tenir une séance plénière ce mercredi pour ratifier les membres qui doivent constituer la commission ad hoc. On va par la suite former un bureau pour cette commission pour entamer le travail. Il s'agira d'entendre Ousmane Sonko qui, on le rappelle, a le droit de choisir un député qui peut prendre sa défense. Le groupe parlementaire Liberté et Démocratie s'oppose à la levée de l'immunité parlementaire de Sonko. Son président relève beaucoup de paradoxes dans la mise en accusation. Rien n'est encore clair. J'ai même interpellé la présidente de la commission des lois sur la nature de la plainte, si c'est destiné à X ou à Ousmane Sonko. Mais il n'a pas donné de réponse, car le président de l'Assemblée nationale n'a pas donné de réponse sur cette question. Prochaine étape, la présentation de la commission à la plénière ce mercredi. Sa mission, auditionner Ousmane Sonko. Et puis retenez que le bureau politique du grand parti de Malick Gakou a donné mandat aux députés membres du grand parti de voter contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Dans cette affaire, toujours, les avocats du leader de PASTEF ont écrit au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Selon les robes noires, l'enquête diligentée par la section de recherche de Colobane a révélé qu'un médecin et un avocat ont été cités dans la facilitation du déplacement de Adji Sarr à l'heure du couvre-feu. Mais cette piste de l'enquête n'a pas été poursuivie, ce qui est une curiosité pour la défense d'Ousmane Sonko. Ibrahim Khan. Un parfum de complot contre le député Ousmane Sonko,
C'est de cet œil que les conseils du leader de PASTEF voient l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Dans une lettre adressée au procureur de la République, les avocats de Sonko s'étonnent du fait que l'enquête diligentée par la section recherche révèle qu'un médecin et un avocat ont été cités pour faciliter le déplacement de la plaignante à l'heure du couvre-feu, mais cette information n'a pas été poursuivie alors que le numéro de téléphone de la personne ayant cité l'avocat et le médecin est connu des enquêteurs. Autre fait bizarre aux yeux du collectif des avocats de Sonko, ni le médecin cité, encore moins les personnes ayant accueilli la plaignante dans la nuit du 2 au 3 février à l'hôpital n'ont pas été entendus. Selon toujours les conseils de Sonko, le bureau de l'Assemblée nationale a dans un premier temps rejeté sa saisine par le juge d'instruction du 8e cabinet, mais le procureur de la République a diligenté une nouvelle saisine malgré l'existence d'un réquisitoire contre X qui le dessaisit en vertu de la saisine in rem du juge d'instruction. Selon toujours le collectif, pour la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal, un réquisitoire est pris contre X et sans que le juge d'instruction n'ait pris aucun acte, il s'est empressé de saisir l'Assemblée nationale pour une levée de l'immunité parlementaire de X, identifié avant l'heure comme étant M. Ousmane Sonko. Merci Ibrahima. Et sur le front du coronavirus maintenant, 6 décès et 268 Covid+, et 63 graves en réanimation sont rapportés aujourd'hui. Et à propos du vaccin, des recommandations ont été transmises au ministère de la Santé selon le professeur Mamadou Ba, expert en vaccinologie et membre du comité consultatif. Il demande aux populations de faire confiance au vaccin. Ibrahima Djamé, Faligay à Kaolack. Le professeur Mamadou Ba, conseiller spécial du président Macky Sall en santé et membre du comité consultatif pour la vaccination au Sénégal. Selon lui, au moins 5 vaccins ont été accrédités par les autorités sanitaires. Même dans un même pays, on va trouver un vaccin Pfizer, on va trouver un vaccin Moderna, on va trouver un vaccin AstraZeneca, on va trouver un vaccin Sinopharm, on va trouver Sputnik V. Donc, c'est ça, il faut que les populations soient préparées. Le professeur rassure quant à l'efficacité de ces vaccins et minimise les effets secondaires qui sèment le doute dans la tête de certains citoyens. Il n'y a aucun effet secondaire à type de manifestation grave. Ça veut dire que les effets secondaires qu'on trouve, c'est des effets secondaires banaux qu'on retrouve en vaccinant. Qu'on a toujours trouvé avec les vaccins. Le pédiatre de formation spécialiste en vaccinologie invite ainsi les populations à faire confiance aux vaccins et à accepter de se faire vacciner. Ce que je recommande aux populations, c'est que la vaccination est une stratégie complémentaire, indispensable pour associer aux autres stratégies déjà développées, telles que les mesures fortes, la distanciation physique, le fait de porter des masques. Professeur Mamadou Ba, par ailleurs maire de la commune de Kerbaka, justement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a réuni tous les directeurs d'école de sa commune pour une nouvelle fois doter les établissements scolaires en matériel de prévention, 10 000 masques, des cartons de gel hydroalcoolique et du matériel de reprographie. Dans l'est du pays, les populations se disent prêtes pour la vaccination contre la fièvre jaune. Une campagne de vaccination contre la maladie est en cours dans le Sénégal oriental. Voyons tout cela avec Moussa Omar Gueye. Au premier jour de la campagne contre la fièvre jaune, l'on a constaté une adhésion communautaire dans différents sites érigés pour les circonstances de la vaccination contre la fièvre jaune. Moussa Sow, ce sexagénaire originaire de Wouki-Dialoubé dans le département de Podor au Fouta et résident à Tambacounda, s'est fait vacciner au centre de santé et lance un appel aux populations. On ne vaccine pas pour vacciner. Quand on vaccine, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un danger. Déjà, il y a la pandémie du Covid, je ne sais pas, la Covid ou du Covid. Hein. Ensuite, maintenant, s'il y a encore la fièvre jaune, je pense que les gens doivent aller du sens, dans le sens en tout cas des autorités médicales. Parallèlement, les autorités médicales, les élus ont fait le tour de certains établissements scolaires au lycée Mame Cheikh Mbaye, au collège Afia. Il faut que les gens arrêtent la désinformation et l'intoxication. Il y a des années, peut-être un peu avant notre naissance, il existait la variole, la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite.
toutes ces maladies ont été éradiquées grâce à la vaccination. Aujourd'hui, la fièvre jaune revient. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités. Le district sanitaire a tout aussi mobilisé un pick-up avec une sonorisation pour une sensibilisation à la hauteur des prévisions de vaccination de 95% de la population. Et puis santé toujours, vous le savez, la Guinée a déclaré l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et alors faut-il craindre pour notre pays, le Sénégal? Des spécialistes rencontrés par notre équipe prônent la vigilance. Ils estiment que nos pays, commençant par la Guinée elle-même, ont des dispositifs très performants pour faire face au virus. Alassane Ba et Mohamed Djenk. Le dernier bilan publié par le gouvernement guinéen fait état de 3 décès sur 7 cas enregistrés. Cette épidémie est différente de la précédente. Le pays a anticipé un dispositif très performant pour faire face à Ebola. Il y a un dispositif qui avait été mis en place en Guinée, des formations pour la prise en charge des cas. Et l'équipe est toujours en Guinée et efficacement a su prendre les dispositions et faire les analyses de confirmation des cas. Cela va permettre très rapidement de gérer ces cas. La Guinée dispose d'énormément d'experts à tous les niveaux, de la prise en charge jusqu'à la communication sur les risques et l'engagement communautaire. La Guinée a même mis en place une agence appelée ANSS, c'est l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, qui a été créée justement pour combler un gap lourd qui a conduit à la précédente épidémie d'Ebola. Tous les pays voisins de la Guinée ont déjà reçu les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les dispositifs de riposte restent opérationnels, même si pour certains techniciens, il y a de faibles chances que des pays comme le Sénégal enregistrent des cas d'Ebola. Si les mesures contenues dans les plans de contingence sont appliquées, il y a de fortes chances que l'épidémie ne passe pas par les points d'entrée, ce qu'on appelle les points d'entrée, c'est-à-dire les régions, les districts frontaliers. La première vague qui était beaucoup plus ravageuse, le Sénégal en était épargné, sauf un cas qu'on a eu à gérer très rapidement, importé qu'on a eu à gérer très rapidement. Mais ce qui est important également, c'est que nous n'allons pas assister à une épidémie plus étendue, plus ravageuse que les dernières fois. Renforcer la surveillance au niveau de nos frontières et rester vigilants, conseil de nos interlocuteurs qui souhaitent voir la Guinée accéder très rapidement au vaccin. L'Organisation mondiale de la santé s'y est déjà engagée. Merci Alassane. Venons-en maintenant à la journée internationale du cancer de l'enfant. Au Sénégal, plus de 200 enfants souffrent de la maladie chaque année. Une grande contrainte se pose pour la prise en charge car le seul centre du pays n'a qu'une capacité de 26 lits. Pape Faraning et Amadouba. Les chiffres sont alarmants. Plus de 200 enfants sont atteints du cancer par an, au moment où le seul centre qui traite ces cas n'a qu'une capacité de moins de 30 lits. Nous recevons les enfants de toutes les régions, parfois les enfants de quelques localités de la sous-région qui sont proches du Sénégal, notamment quelques régions de la Gambie, de la Guinée et de la Mauritanie. Donc c'est le seul centre de prise en charge des cancers de l'enfant. La capacité n'est pas grande, nous avons 26 lits d'hospitalisation pour à la fois les hospitalisations conventionnelles et les malades d'hôpital du jour, c'est-à-dire ceux qui viennent prendre leur chimiothérapie et rentrer le soir ou au bout de 2 jours. Donc c'est une capacité faible pour un nombre de malades qui est de plus de 200 nouveaux malades par an. Donc en 2020, nous avons eu au total 221 enfants atteints de cancer. Donc c'est une capacité qui est très faible pour un nombre important de malades. Une maladie très coûteuse pour la prise en charge, un véritable calvaire pour les parents de malades.
feebar bu métti la métti torop si yaay yi métti si papa yi médecin yi nag wax dëgg jàmbaar la baax na laaj nag ñu ngi jàppale mais nag ñun suñ doole moo ko matewul léegi nii rek laay woo sama borom kër di expliqué tey li may ñëw fii paas rek moo ma toog ma ne ko bu ma amee ordonnance bu may def mu ne ma xanaa nga ñibbi rek ba beneen yi parce que duma am lu ma ko jëndee tey dara nekk ci kër. Pour redonner le sourire aux enfants, des associations s'engagent. C'est un contexte très particulier qui tombe avec la Covid et malheureusement, on tend souvent à oublier que vous avez des gens qui souffrent dans l'anonymat le plus total. Et je pense que Nostrandsland est engagé de façon régulière dans des actions citoyennes comme ça. Nous demandons à d'autres Sénégalais qui ont cette volonté d'aider de venir nous appuyer. La solidarité fait de son mieux, toutefois la situation reste préoccupante. La leucémie gagne de plus en plus du terrain depuis quelque temps avec de la variété. 5 types de cancers sont dénombrés. Merci Pafara et prompt rétablissement à tous ces enfants atteints de cancer. Journée sans kinésithérapie, une manière pour les professionnels du secteur d'alerter les autorités sur la nécessité d'une réglementation, un désordre qui résulte selon eux de l'absence de code de la santé, du nombre limité de kinésithérapeutes, d'une insuffisance de contrôle et de reclassement du personnel. Compte rendu de leur réunion, Maïmouna Ndiaye et Pape Sangonembaye. Le massage est un acte de soin qui demande contrôle et régulation. Au Sénégal, le constat est là. Beaucoup de salons exercent dans l'illégalité, un fait grave de l'avis de l'association des kinésithérapeutes qui a décrété une journée morte pour dénoncer toutes ces dérives. En ce qui concerne notre corporation, il n'y a qu'un seul décret et ce décret-là date de 1953. C'était au temps de l'AOF. Ce décret de 1953 avait défini de façon très claire et très nette que pour l'exercice ou bien l'acte de massage, c'est du domaine exclusif des masseurs kinésithérapeutes. Pourtant, ces professionnels de la santé disent avoir alerté depuis 2012. C'était au temps de Eva Marie Colsec. On a même les photos de l'audience où on avait posé ce problème-là des salles de massage. C'était en 2012. Chaque ministre qui passe ici, nous n'avons pas manqué d'attirer leur attention et de les écrire, même avec l'actuel ministre Diouf Sarr. On a même travaillé sur un document appelé Plan stratégique de la réadaptation pour les 5 prochaines années. Malheureusement, à chaque fois que nous réfléchissons et que nous donnons aux autorités, ils les mettent aux oubliettes. Cette politique de réadaptation passe forcément par un reclassement du personnel et un cadre juridique clair. Des réformes ont été entamées depuis 2009 et jusqu'à présent, nous courons derrière la régularisation ou entre la réglementation ou l'encadrement de ces mêmes textes qui permettront à ces gens-là, qui sont normalement des fonctionnaires d'hiérarchie, puissent être versés dans leur corps d'accueil et dans la hiérarchie à laquelle ils devraient trouver. Malheureusement, au niveau de la fonction publique sénégalaise, tel n'est pas le cas. Ces acteurs ont également insisté sur la nécessité de doter du service public un cadre plus attrayant afin de préciser que le tarif d'une séance de massage, conformément au barème, ne dépasse pas 20 000 francs CFA. L'Association des commerçants de carreaux du Sénégal dénonce une hausse des taxes douanières sur le prix des carreaux. Selon eux, les tarifs douaniers favorisent les investisseurs étrangers au détriment des locaux. Leur secrétaire général Youssou Niang au micro de notre équipe à Thiès. La CCS est née suite aux revendications des commerçants de carreaux du Sénégal, surtout les importateurs, concernant la hausse excessive et exponentielle des taxes douanières, qui sont passées du simple au double il y a de cela une dizaine de mois. Après quelques négociations avec le directeur général de la douane et le directeur des opérations douanières, nous avons obtenu une réduction de 50% de la hausse des taxes, ce qui est très insuffisant vu le moment et le contexte très difficile lié à la pandémie du Covid-19 et l'augmentation notoire du transport maritime. Au-delà de la hausse des tarifs douaniers, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés
au niveau du secteur local de la vente de carreaux, avec l'implantation de la nouvelle usine chinoise de carreaux et la présence des Indiens. L'usine chinoise pratique une politique commerciale très déloyale à la concurrence, avec une augmentation de plus de 60% de ses tarifs. Nous demandons aux autorités de ce pays de nous accorder plus de protection. El Hadj Falilou Niang, qui parlait au nom de l'Association des commerçants de carreaux du Sénégal. Alors maintenant, dans le sud, bilan de la campagne 2020 de la filière anacarde, près de 40 000 tonnes de noix de cajou ont été exportées en 2020. Un bilan positif vu la conjoncture et le contexte pandémique selon le gouverneur adjoint de Ziguinchor avec Boubacar Diassi et Lamine Mortiang. Donc pour cette année où on vit avec le contexte de la Covid-19, où les acteurs économiques, tous les services qui accompagnent le développement de la filière anacarde étaient gagnés par la peur de ne pouvoir exporter, mais aussi par la peur de ne pas disposer des financements. On a pu accompagner les acteurs, mettre à leur disposition des financements à hauteur de 3 milliards. Ces financements ont permis aux opérateurs économiques de pouvoir exporter pour la campagne 2020 plus de 38 000 tonnes, 867, ce qui donne une valeur financière de plus de 22 milliards. Du fait des difficultés engendrées par la Covid-19, nous ne pouvons que nous féliciter, mais aussi nous réjouir de ces chiffres qui constituent des chiffres importants pour l'économie de la région de Ziguinchor, mais aussi des emplois générés par cette campagne de commercialisation. Zoom sur Darobey, un village dans le département de Tivaouane. Là-bas, c'est le manque d'eau qui hante le sommeil des populations. Sur fonds propres, elles ont décidé de construire un mini-forage, comme vous le voyez sur ces images. Reportage à Darobey, Cheikh Anta Diop et Seylati. C'est devenu une réalité ici à Diogo. Beaucoup de villages peinent à s'approvisionner correctement en eau potable. Face à cette situation, des jeunes et des femmes regroupés au sein d'un collectif, Alhamdoulilah, ont pris des initiatives pour résoudre la lancinante question de l'approvisionnement en eau potable de Darobey. Ils ont implanté un mini-forage. Ici, c'est véritablement un calvaire. Oui, on se décarcasse partout pour fouiller avec des puits. Avant le forage, c'était un puits. C'était traditionnellement la méthode traditionnelle de creuser un puits pour avoir de l'eau, pour alimenter le village. Oui. On avait uni nos forces, on a collecté un fonds pour faire cette réalisation. Tous les villages traversés par cette conduite seront desservis. Selon Mbaywad, il en appelle aux autorités locales et administratives pour qu'elles les accompagnent dans cette noble mission. Pour les autres villages, on a d'autres ambitions pour eux, telles que Ndiallo, il y a aussi Darussalam Wad, il y a Ndiaye, il y a Tchar, jusqu'à Khonkhoyoy. Il y a GCO, il y a ICS, il y a les autorités locales, il y a les autorités nationales. Donc nous lançons un appel à tout le monde pour qu'ils puissent nous aider afin de pouvoir satisfaire les besoins des populations de Diogo et environ. Il y a beaucoup de populations qui habitent ici et les puits ne fonctionnaient même pas. Quand on puisait 100 ml, le puits va dissoudre. Le mouvement, alhamdoulilah, ils ont vu la situation et ils sont venus en aide. À en croire ses habitants d'Arubé et à Diogo, l'accès à l'eau potable est indispensable dans l'amélioration de la santé des populations et au développement de la localité. Merci, Cheikh Anta. Dans l'actualité internationale, la nomination de la première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, en l'occurrence la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, le sommet G5 Sahel qui se tient au Tchad dans un contexte où la France annonce la réduction de l'effectif de ses forces dans le Sahel. Et puis les autorités sud-africaines qui ont décidé ce lundi de rouvrir les écoles du pays avec un réaménagement. Daniel Tchouf. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée ce lundi à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, une décision prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation. 9 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour avoir une nouvelle directrice générale. La Nigériane a dû faire face à de multiples défis avant de s'imposer. L'Afrique partit en ordre dispersé dans cette élection avec 3 candidats.
Autre handicap pour la candidature nigériane, elle n'a été soutenue que verbalement par son pays. Son soutien de taille est venu du nouveau président américain Joe Biden, qui a levé le veto américain opposé par Donald Trump en son temps. Ngozi Okonjo-Iweala succède au Brésilien Roberto Azevedo, qui avait démissionné mi-mai 2020 en plein mandat pour des raisons familiales. Les présidents de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad se retrouvent les 15 et 16 février à N'Djamena, dans la capitale tchadienne, pour un sommet G5 Sahel, le sommet de N'Djamena qui arrive dans un contexte politique, sécuritaire et humanitaire très grave. Le nombre de civils morts dans des attaques djihadistes a considérablement augmenté, avec plus de 2000 morts recensés en 2019 et 2020, selon l'ONG ACLED, spécialisée dans la collecte de données dans les zones de conflit. Ils sont plus de 30 millions de personnes qui ont besoin d'assistance alimentaire dans la sous-région. Plus de 200 000 réfugiés maliens enregistrés, 1 million de personnes déplacées au Burkina Faso. Le président Emmanuel Macron, qui participe à la rencontre en visioconférence, compte bien mettre en œuvre ses deux principaux objectifs. Le premier, réduire les effectifs de la force Barkhane, mobilisée depuis 2014, avec 50 soldats tués dans ses contingents militaires. Le second objectif, engager ses alliés européens sur les plans politiques et militaires au Sahel. Paris ne veut plus porter seul le combat à travers la force Barkhane. Le second objectif, engager ses alliés européens sur les plans politiques et militaires au Sahel. Paris ne veut plus porter seul le combat à travers la force Barkhane. Et puis, rentrée scolaire en Afrique du Sud ce lundi, une rentrée repoussée de quelques semaines par les autorités pour limiter le plus possible les infections liées à la pandémie de coronavirus. Il est prévu que les élèves aillent à l'école seulement un jour sur deux. L'inquiétude est toutefois forte, surtout dans les townships où les écoles doivent faire face à la surpopulation et au manque de moyens. Les associations sud-africaines redoutent que la pandémie de coronavirus accroisse encore un peu plus les disparités et les chances de réussite entre les enfants pauvres et ceux issus des quartiers riches. Merci Daniel. En sport, des buts dans chacune des rencontres jouées de la 7e journée de la Ligue 1, 12 au total. Snaps de Thiès, c'est le club vainqueur à l'extérieur. Et puis le derby mourois qui a tourné en faveur du Stade de Mbour qui se retrouve désormais à la 3e place du podium, cher Sadibou Diarra. Le resserrement en haut du classement, les attaques qui retrouvent de l'efficacité, les enseignements de la 7e journée de Ligue 1. La bonne opération est à mettre au profit du Stade de Mbour. Vainqueur du derby mourois 1-0 devant Mbour Petite Côte, les stadistes montent sur le podium. Ils sont à égalité de points avec les académiciens du Djambar de Sali qui reviennent de Louga avec le point du nul, un but partout face au Djambour. Génération Foot qui enchaîne 2 victoires de suite pour la première fois de la saison réalise également une belle montée au classement. Dominatrice 2-0 de Nyari Tali, l'académie de Denis Biramdao était au pied du podium. Le déclic attendu à Nyari Tali avec un changement d'entraîneur ne s'est pas produit. Snaps Excellence de Thiès est l'auteur de la surprise de la journée en venant battre l'AS Pikine 2-0. Un succès qui éloigne les Thiessois de la zone rouge de 5 points. Tout comme Dakar Sacré-Cœur qui remporte le match le plus prolifique face au Casa Sport 3-2. Les rencontres Teungueth FC AS Douane et US Gorée ASC Jaraaf ont été reportés car les représentants du Sénégal en Coupe d'Afrique avaient des joutes sur le continent. En Ligue des Champions, les Rufisquois ont perdu 2-1 devant l'Espérance de Tunis dans le groupe D. Jaraaf par contre prend une bonne option en allant s'imposer face au Platinum FC de Zimbabwe 1-0 lors du barrage aller de la Coupe CAF. Et c'était sans son entraîneur principal Malik Daf qui a préféré rendre sa démission ce dimanche pour demeurer sélectionneur des moins de 17 ans du Sénégal. Merci, cher Football Toujours. En Europe, la Ligue des Champions reprend ses droits dès demain. Une fois de plus, le Covid a chamboulé la programmation. 3 matchs impliquant des clubs britanniques ont été délocalisés. Ibrahim Khan. Après 2 mois de trêve, la Ligue des Champions reprend ses droits avec des affiches alléchantes pour les 8e de finale aller. Liverpool de Sadio Mané dans une mauvaise passe va défier ce mardi les Allemands du Red Bull Leipzig à Budapest en terre hongroise.
Covid oblige, l'UEFA, pour parer à toute éventualité, a décidé de délocaliser les 3 matchs de 8e de finale aller impliquant les clubs anglais en déplacement. Atlético Madrid va recevoir Chelsea de Thomas Tuchel le 23 février prochain à Bucarest en Roumanie, tandis que le Borussia Mönchengladbach va accueillir Manchester City le 24 février en Hongrie. Les affiches prévues ce mardi: Leipzig-Liverpool, FC Barcelone de Léo Messi va en découdre avec le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye. 2 autres 8e de finale aller sont prévus le mercredi. Ce sera le FC Porto contre la Juventus de Turin et le FC Séville contre Borussia Dortmund. Les autres rencontres des 8e de finale aller sont prévues les 23 et 24 février prochains. Merci vraiment, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec Binta Diallo, Zator Mbaye et l'invité ce soir. C'est à vous, Binta. Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane.